En française. Écoute, là, j'ai pressé record et hop, on peut partir comme ça. J'avais juste envie de commencer par un petit truc parce que il y a les votes, il y a les plein de choses qui arrivent européennement, etc. Et ben, je me suis dit qu'il fallait repasser ça. Ça marche. Oui, en fait, je pirate juste l'antenne quelques secondes. En fait, moi, c'est Electon. Je suis politicien. Et je me présente au présidentiel, mais j'ai l'impression que personne ne le sait. Alors, apparemment, ce podcast a un peu de succès, donc voilà, qui ne tente rien à rien. Sachez en tout cas que ce week-end, quand vous irez voter, si vous voulez un vote juste, un vote vrai, un vote bon, eh bien, votez ton. Après ton avis, on peut toujours entendre il va vraiment falloir en gros je refasse des petits trucs comme ça, des petites pastilles audio débiles, hein, parce que celle-là elle est un peu longue, mais la chute elle est je me lance des fleurs, mais je la trouve bien golden, celle-là. Et elle date de la 3e saison ou 4e saison, je crois que c'est un truc qu'on a fait en 2016-2017. Bah, c'est au moment des présidentielles, donc oui, 2017. Ouais, 2017, voilà. Ça nous rajeunit pas. Non, pas du tout, effectivement. Bah oui, sinon il y avait aussi ça à l'époque. Si bien sûr. Bonjour, moi c'est Eugène Plaisir. Je suis rabat-joie-tologue. Et oui, ça existe. Vos voisins font un peu trop de bruit, un peu trop la fête, et vous avez envie que ça cesse. Appelez Eugène Plaisir. Parce qu'avec Eugène Plaisir, là il y a Eugène, il n'y a plus de plaisir. Eh oui. Celle-là, je m'en rappelais. Ça, je m'en rappelais pas par contre. Non. Non. Et pourtant, ça faisait partie de la même saison. Mais le vote téton, je me rappelle de l'écriture et des notes et tout ça, où je pleurais de rire comme un con parce que il y avait le mot téton, quoi, tout simplement. Et c'est le titre d'un épisode, donc c'est facile à retrouver pour les gens qui veulent aller le réécouter. Effectivement. On était 7 ans plus jeunes, figure-toi. Et oui, voilà, tout un tas de choses derrière nous. Enfin, avec moi ce soir pour cet épisode 17 de la saison 9, il y a Mathieu et il y a Jean Bondevis, alias Florian, ou l'inverse. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous parler série télé. Hein. Bon, c'est un peu ça le boulot ici, c'est parler de série télé. On va essayer. Autant que faire se peut. Alors, cette expression dégueulasse, putain. Mais moi je m'en veux. Ah là là. Bon, bref. Qu'avez-vous regardé ces dernières semaines? Parce que ça fait un petit moment. Hein. Il y a eu deux portraits en série. Il y a eu un épisode spécial où on parlait justement de la catastrophe qui arrivait dans les séries, avec notamment des scénaristes qui se retrouvaient à faire deux boulots, des showrunners qui cherchaient deux boulots pour pouvoir, en tout cas aux États-Unis, pour pouvoir boucler les fins de mois. Mais est-ce que vous avez regardé des choses qui méritent une rapide reco maintenant avant les vrais recos? Mathieu. Ouais, j'ai vu des choses. J'ai vu notamment 2 séries que je vous tease maintenant, mais je vous en parlerai tout à l'heure. La première, on en a déjà parlé dans le podcast en mal. Peut-être je vais en parler en bien, peut-être je vais en parler en mal. J'ai vu le on titre. ne sait pas. C'est Has Been Hotel. Et j'ai vu aussi l'une des dernières séries de Netflix, Ripley. Je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu? Je continue mon périple Drag Race. Ça n'a rien à voir avec. Une fois que je viens, pardon. Ripley, c'était pas dans Hélène et les garçons, ou un truc comme ça? Pas tout à fait. Non, c'est Reaper, ça. Ah oui. Jean-Christophe Reaper. Voilà. Cri d'amour. Bref, bien. Oui. Donc mon périple Drag Race continue à un rythme moins effréné parce que j'ai fait un petit coma éthylique. Mais j'ai commencé Drag Race Hollande et c'est pas très bien. Mais Drag Race... De la manière dont
C'est ça, de la manière dont tu le dis, en fait, on dirait que c'est Drag Race, en fait, avec que des sosies de François Hollande, et ça donne pas Ça envie. serait tellement bien. Mais tu sais que Moi, en je suis triste Allemagne, de savoir que celui-là n'est pas Gouda, alors. en Allemagne, ils ont fait un challenge, donc un runway, un défilé, où le thème c'était Angela Merkel. Et c'était très très drôle. Vraiment, c'était très réussi. Et Donc, est-ce que cette édition hollandaise est Dame les pions? je sais pas. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. Je vous laisse les gens intelligents. Mais surtout, est-ce que tu lipes? Je vais passer à autre chose parce que c'est de pire en pire, je comprends plus rien de Dépêche-toi. ce qui se passe. Bon, ça fait 2 minutes de podcast, c'est génial. Qu'est-ce que ça va être dans 1h30? On sera chez nous, sinon, en train de dormir. qu'est-ce que j'ai C'est ça. fait? Il y a la nouvelle saison de 901 qui a enfin commencé et c'est pas mal. Et j'ai regardé sur Disney+, une série que j'attendais depuis très 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 longtemps, c'est-à-dire des années, qui s'appelait Iwaju. C'était une série d'animation africaine. Et c'était vraiment vraiment pas bien. Du coup, ouais, ça puait le caca. C'était pas très beau. Il y avait 2 scènes sympas où on découvrait le monde de la série. Mais c'est un peu dommage de faire une série de, je sais pas, 6-7 épisodes de 20 minutes, mini-série, et que ta série commence 3 minutes avant la fin. Voilà. C'était un beau potentiel gâché. C'est 6-7 épisodes maintenant, et puis ils en proposent après par semaine, un peu comme ils avaient fait avec Sandland ou pas? Ah non, pas du tout. C'était 6 épisodes et c'est terminé. Et en fait, elle est sortie en février partout dans le monde. Et en France, on l'a eu en avril, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et ouais, et c'était tout. Enfin, j'ai regardé tout d'un coup. Et ça se termine à la Et fin. c'était pas bien. Non, vraiment, il y avait des idées. Les seules choses qui étaient intéressantes, c'était un peu les flashbacks. Parce que ça permettait de construire les personnages, d'avoir d'où vient le méchant, montrer qu'il est pas si manichéen que ça, montrer que l'un des personnages a eu un passé pas ouf, etc. Et même des sujets assez lourds, notamment autour de la pauvreté, des parents malades, des choses comme ça. Donc pour une série pour enfants, c'était assez chouette. Tout le reste, je trouve que c'est plein de belles promesses, que c'est des sujets très intéressants, que c'est cool qu'ils soient allés chercher ses créateurs et cette DA pour cette série qui s'appelle Iwaju. Mais le scénario suit pas, quoi. Vraiment, ça se voit qu'il n'y a pas de thune. Enfin, il y a de la thune, mais tous les combats, Elle est pas bien placée la thune, quoi. Voilà, le seul truc qui était stylé, c'est qu'il y avait un espèce de gecko qui peut grandir, et après ça devient un gecko qui peut taper des méchants, mais il tape les méchants 3 minutes avant la fin de la série. Du coup, on s'en fout un peu, quoi. Donc ouais, non, regardez pas, c'était pas très bien. Regardez plutôt la série qu'ils ont sortie avant, dont j'ai oublié le nom là, et vu que j'ai pas très bien préparé le podcast. Mais qui était une... je vous en ai parlé aussi, c'était une série d'anthologie sur Disney+, aussi dans plusieurs pays africains. Et bah ça, c'était vachement mieux. Oui, voilà. j'arrive plus à tomber sur le nom, mais effectivement, je le vois. T'as parlé, il y a déjà quand même pas mal d'épisodes maintenant. Donc, Oui. Globalement, on peut dire que cette série-là, c'est un fiasco, et hop, une transition toute trouvée. Waouh! Parce que globalement, voilà, j'ai... C'est une transition, je pense, qui est ni née ni à faire. Oh. Ouais, bon, je sais pas. J'ai hésité entre ça et les grosses gougouttes, mais bref. T'as vu, j'hésitais à être civil, mais finalement, non. Oh, j'en cherche une et tu l'as trouvée, bravo. C'est mon état civil, hein. C'est dans mon nom. Je suis Jean Bon Jovi. Et oui, il tire avec une Nakashnikov. Hop là, c'est fait. Pam. Ouais, j'ai commencé parce que bon, j'ai pas eu le temps avant. Et puis de toute façon, c'est sorti aujourd'hui. On est le 30 avril et c'est arrivé sur Netflix aujourd'hui. Donc s'il y a 6 épisodes, si je me trompe. Il y en a 7. 7 épisodes, oui. Non, il y en a 8. Quoi? 9 10 Bonne Bonne année. Oui, Pas très grave, c'est 100 fois. c'est une mini-série. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, c'est présenté en tant que série limitée. Fiasco, donc, une nouvelle série sur Netflix créée par Igor Gottsman et Pierre Ninet, avec Pierre Ninet en tête d'affiche, François Civil, Géraldine Nakache,
Pascal Desmolons et aussi Vincent Cassel et plein d'autres noms que je ne vais pas citer ici. Et en gros, c'est une comédie qui parle de quoi? Qui parle de Raphaël Valente, qui est un tout nouveau réalisateur qui a envie de faire son premier long métrage, qui va parler de sa grand-mère qui était résistante pendant la Grande Guerre, la Seconde. La Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre, c'est la première. C'est la première, oui, c'est pour ça que je me suis dit, t'es en train de dire une connerie. Hop. Et en fait, on va justement traverser pas mal d'époques comme ça. Moi, je n'ai vu que le premier épisode, donc je ne sais pas ce que ça va donner après. Mais on est sur du documentaire avec caméra embarquée, making of, quelques regards caméra par-ci par-là, le côté un peu cringe par moment, voulu. Allez, on va dire à la curbe de l'enthousiasme si on veut, mais en tout cas c'est un tournage où rien ne va, tout se casse la gueule, ça va de mal en pis, hop, une autre expression dégueulasse, mais globalement il n'y a pas que ça, parce que derrière il y a un fil rouge qui est un corbeau qui en fait essaie de tout faire foirer encore plus que ça n'était déjà, qui va essayer de salir le nom de ce petit réalisateur qui en fait est maladroit, et il est ouais c'est ça, c'est surtout maladroit, il ose pas, il a pas de charisme, rien du tout, et donc ça amène dans des situations assez rocambolesques, et globalement moi le premier épisode que j'ai vu, ouais, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça quand même pas trop mal rythmé, ça maniait pas trop mal le documentaire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner après, mais en fait bon, globalement il y a déjà un truc, c'est que j'accroche assez souvent en fait à l'humour de Pierre Ninet et un peu à son univers, donc je pense que c'est aussi ça qui pourrait repousser certaines personnes. Petit clin d'œil quand même au générique qui m'a fait penser à Trial and Error, et je comprends mieux ton message sur Twitter, Florian, de la semaine passée, je pense, ou ce week-end. Non, c'était ce week-end en fait, après avoir posté la critique. Voilà, et le côté avec les fils rouges et le murder board. Alors il y a ça, et il y a, enfin, comme tu as vu le premier épisode, enfin c'est pas vraiment spoiler, mais je pense que, enfin je réfléchissais vraiment, c'est plutôt subtil en fait la manière dont ils font. On peut faire des parallèles avec Trial and Error, mais je pense qu'il y a une certaine naïveté dans le perso de Raphaël qui se retrouve dans le personnage principal de Trial and Error, et la manière en fait dont il gère un véritable rouleau compresseur. Donc dans le cas du héros de Trial and Error, donc un procès pour meurtre où il n'est pas compétent, et dans le cas de Raphaël en fait son premier film à gros budget, avec des producteurs qui se détestent, etc. Après ça s'arrête là, parce que bon, après il y a tout le côté jeune avocat qui arrive dans une petite ville dont il connaît pas les codes, donc il ne se retrouve pas dans Fiasco. Voilà. Ouais, là ici il y a pas vraiment les codes qu'il retrouve pas. Enfin, c'est surtout il ose tellement rien faire que globalement il se fait marcher dessus et rouler dessus toutes les 5 secondes, dont un running gag sur le fait de crier action, qui en fait il sait jamais quand le faire, c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place. Ça, je trouve ça assez malin et assez rigolo, personnellement. Et puis ouais, les personnages sont déjà quand même bien mis en place dès le premier épisode, et puis tous bien caractérisés, et ouais, j'aime bien, et puis il y a des comédiens que j'aime bien, et comme Géraldine Nakache qui me fait beaucoup rire, et elle a quelques lignes bien senties et bien drôles dedans. En tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça. Le format est cool, c'est du 30 minutes, 35 minutes, et donc ça, franchement, bon point pour eux. Donc je reviendrai dessus quand j'aurai vu toute la saison ou la série, ça dépend. C'est une mini-série, donc c'est pas rappelé à se reproduire, étant donné que voilà, Pierre Ninet va. Pierre Ninet a le Comte de Monte Cristo qui sort dans 2 mois, donc il va être occupé ailleurs. Et puis bon, je pense que vu comment ça se trame déjà dans le premier épisode, tu comprends bien que ça va être compliqué de faire une suite. C'est vraiment pour faire un one shot, et
voilà, jusque-là, de bons points pour ce fiasco qui vient de débarquer sur Netflix. Et donc Florian, toi de ton côté? Alors, donc malheureusement pour le boulot, j'ai regardé 2 choses dont j'aurais voulu parler, mais qui sont sous embargo. Je vais juste dire qu'il y en a une qui est pas bien du tout et il y en a une qui est pas trop mal. Donc vous saurez laquelle est, enfin l'une et l'autre entre jeudi et samedi. L'autre chose que j'ai regardé, où j'ai regardé que le premier épisode, hein, et je pense malheureusement poursuivre dans cette voie, c'est Terminal avec Jamel Debbouze, Ramzi Bedia, toute la clique de H et plus 6 affinités. Beaucoup un pool d'auteurs, ma foi, absolument pas dégueulasse. Pour ceux qui suivent un tout petit peu la comédie française, donc on a un tout petit peu des tueurs. Donc on a Xavier Lacaille qui est dans le staff, on a Angela Soup qui a fait HP qui est dans le staff aussi. Donc il y a un pool de 6 ou 7 auteurs. Et au final, patatras. Ça Voilà. a l'air, ouais, effectivement, j'ai pas encore lancé un seul épisode, mais Donc j'ai regardé c'est pas glorieux. un épisode sur 2 qui était dispo lundi dernier, puisque c'est 2 épisodes par lundi. Il y en a 12 en tout. C'est long. C'est long. On parlait des personnages bien caractérisés dans Fiasco. C'est pas le cas dans Terminal, loin de là. Il y a vraiment un côté sitcom que l'on retrouve, mais malheureusement c'est le sitcom les plus relous, celui qui n'apprend pas, comme moi d'ailleurs pendant toute ma vie, que les plus courtes sont les meilleures. Et voilà, donc tu viens de tousser, je pense que tu as tout dit. non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Je le dis tout de suite, j'ai mal à la gorge, donc je risque de tousser assez souvent et je vais essayer de couper le plus possible le micro. Mais celle-là, elle est arrivée un peu à point nommé, effectivement. Mais je suis pas en phase terminale, par contre, contrairement à cette série dont l'humour l'est, apparemment. Bon, ok, d'accord. Bon, on va pouvoir, je pense, alors commencer. Mais je vais quand même essayer de voir la suite et la fin, mais on va dire que bon, s'il y a une saison 2, je pense que ça sera le fait de donner un chèque en blanc à Jamel Debbouze. J'ai cru comprendre que derrière il y avait pas mal d'innovations en studio, donc apparemment ils avaient construit les parties d'un véritable avion avec des espèces de plateaux tournants, en fait quelque chose qui du coup ne se retrouve pas à l'écran. Donc c'est assez zarbi. Pourquoi? Et il y a aussi quelque chose qui m'a un peu dérangé, c'est que ils choisissent pas entre faire un type de réalisation, donc c'est du single cam, donc avec des enregistrés avec sans vraiment le public, à l'ancienne, et soit du single cam, donc avec sans le public, donc avec une caméra qui se déplace un peu partout, et du multicam en fait qui est donc la sitcom à papa avec le public. Et donc on se retrouve avec un hybride des deux, où j'ai vu au générique qu'il y avait 3 chauffeurs de salle, donc je pense qu'ils ont chauffé la salle à blanc, où en fait la salle rit à partir du moment où elle repère qu'il y a une vanne, mais pas forcément rire sincèrement au fait que les acteurs viennent de sortir en missile. Et comment dire, ça se sent beaucoup dans le premier épisode. Donc voilà, j'ai l'impression d'être très très sévère, mais on va dire c'est Jamel Debbouze, il a vraiment eu beaucoup de budget pour faire cette comédie. Et voilà. Ouais, le budget est passé dans l'avion. Ouais. Ok, bon j'essaierai quand même de tenter un épisode ou 2, hein, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air glorieux et j'ai déjà à peine le temps de voir les séries que j'ai envie de voir moi en ce moment, ce serait quand même dommage. Comme dirait une référence en fait, puisque hors antenne on faisait référence à Tragédie. Et il y a aussi un autre hit tragique qui est Comme un avion sans aile, et je pense que ça correspond à Terminal. Ok, très bien. Mais on va passer donc aux recommandations. Là, on va être un peu plus verbeux là-dessus. J'ai personnellement été du côté de Arte TV cette fois-ci. Chose que je fais de temps en temps, mais dont je ne parle pas souvent, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai trouvé de la série française, attention, et de la série récente, notamment, notamment avec Bouchon, qui est une petite saison
une série créée par Eleanor Cost. Mm. Je sais pas si vous connaissez. Je connais un tout petit peu en fait, mais je pensais que le bouchon était une spécialité de Liège en fait, donc c'est assez surprenant que ça soit une série non, française. le bouchon c'est à Lyon, non? Ouais, les bouchons lyonnais, c'est chez moi, ça. Bah oui. Ah ben voilà. Il y a des bouchons un peu partout. Bref. Surtout dans mon oreille en fait. Dans cette mini-série, je dis mini-série parce que voilà, il y a 8 épisodes, une seule saison, avec une fin. Est-ce qu'il y aura une saison 2? On n'en sait rien. Je pense que ça ne s'y prête pas vraiment. Mais donc ça parle de Eleanor, qui est trentenaire et comédienne et qui en fait elle est pleine d'angoisse et d'anxiété et toute sa famille l'est aussi et ça crée en fait un espèce de cocktail détonnant rempli de cris, d'incompréhension, de non-écoute de chacun, et voilà, jusqu'au moment où le père de Eleanor va annoncer en fait qu'il a un cancer du rectum et qu'il refuse tout traitement. Il préfère aller en Suisse pour mourir plutôt que de finir avec de la chimio et des poches à caca. C'est exactement ça qu'il dit. Et on va en fait poursuivre en fait la vie de Eleanor qui essaie de s'en sortir professionnellement, qui a du mal à s'en sortir aussi du côté affectif et amoureux, avec sa sœur qui est enceinte et qui, elle veut absolument changer sa vie et devenir chanteuse avec son mari. La mère qui est complètement à côté de la plaque, qui déteste le fait que son mari refuse absolument de se faire soigner. Et donc en fait c'est une famille dysfonctionnelle comme ça qui nous emmène dans une histoire drôle, attachante, dure parfois mais très 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 souvent super juste. Il y a Sébastien Chassagne aussi dans les rôles oui, pas de titre mais connus en tout cas dans les noms que l'on voit assez souvent. C'est un format de à peu près 15 minutes par épisode. Donc c'est vraiment pas très long, mais c'est super bien joué, super bien écrit et pour tout vous dire en fait la femme a mis une claque dont j'ai du mal encore à me relever maintenant. Voilà. Donc mais c'était très beau, très poétique et ça se trouve sur Arte TV. Vous avez jusqu'au 13 décembre 2026 pour la voir. C'est gratuit. Donc voilà. Hein. Pourquoi ne pas y aller hein. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu, cette série. J'en ai entendu parler viteuf, comme voilà. Je pense que tes retours sont une marque de qualité sur ta joue. Ouais, c'est une marque comme ça, mais vraiment, le personnage d'Eleanor et puis la façon dont elle le joue, elle est super attachante et vraiment, c'est des thématiques que l'on peut retrouver très, très facilement chez n'importe qui, les difficultés à parler avec ses parents, les problèmes de relation avec le père, avec sa sœur, enfin voilà, c'est vraiment, c'est très parlant, c'est vraiment bien écrit et je le conseille. Et toujours dans le côté un peu familial et histoire racontée comme ça, il y avait autre chose qui est sorti un peu avant. C'est une série animée sur donc Arte TV toujours, 21 épisodes d'à peu près 5 minutes et ça s'appelle Samuel. Donc c'est arrivé je pense en mars. Ça fait beaucoup plus de bruit, il y a beaucoup plus d'écho dithyrambique sur cette série en particulier. Ouais, on l'a pas mal conseillé. Alors que globalement, moi je suis arrivé sur Arte TV parce que je savais qu'il y avait Bouchon. Et en cliquant dessus, j'ai vu qu'il y avait le truc là et je vois le dessin très enfantin, très naïf, très très simple. Je dis qu'est-ce que c'est ce truc là? Je me dis bon c'est un format 5 minutes qui va parler d'un enfant, voilà, il a 10 ans, il tient son journal et il écrit tous ses problèmes de cœur, ses problèmes d'amitié, de famille, etc. Et vraiment il va raconter le tout donc ça se passe au début des années 2000, c'est écrit et
réalisé et co-animé par Émilie Tronche, qui est une animatrice que je ne connaissais pas, pour être tout à fait franc. Oui, tu veux dire quelque chose? Ouais, non, moi non plus je la connaissais pas, mais j'ai pas vu trop de trombinoscope. Ok, d'accord. Et donc j'ai commencé à regarder ça. Le premier épisode, je trouvais la façon dont c'était écrit, parlé, très naturel, très sans fioriture. J'ai dit, oh, c'est intéressant. Je regarde 2-3 épisodes. Et puis là, je vois que le côté dessin, entre guillemets, pas toujours parfait, etc., servait totalement le propos de cette histoire racontée par un enfant de 10 ans. Et puis surtout, en fait, on finit par se rendre compte que derrière ces atours très simplistes et un peu, je vais pas dire bâclés, mais mal fait, ou qui pourraient donner l'impression que c'est mal fait, c'est super bien animé, parce que dans les mouvements, dans les plans, etc., même dans la simplicité des plans, on arrive à faire passer des émotions que d'autres séries beaucoup plus léchées dans le dessin vont faire passer. Il y a eu beaucoup de rotoscopie, en fait, donc où j'ai vu une interview où elle montrait qu'elle avait fait la danse, et la danse qu'elle fait, en fait, ça a été redessiné quasiment sur elle, et ils avaient une équipe de 6 ou 7 animateurs. Il y a des clins d'œil musicaux géniaux aux années 2000, il y a un petit clin d'œil à MSN dans un épisode, j'ai dit ça me rappelle ma jeunesse, c'est assez cool. Et en fait, pour moi, c'est une version un peu plus actuelle, plus proche de nous, un peu du petit Nicolas. Voilà, avec le côté un peu plus saltimbanque, où on va aussi avoir la façon dont c'est dialogué, c'est très naturel, c'est pas empoulé, rien du tout. Et très vite, en fait, le côté technique, on s'y fait, on finit par vraiment accrocher à cette patte. Et en fait, voilà, 21 épisodes de 5 minutes qui se dévorent absolument facilement, et qui est une ode à l'enfance, la fin de l'enfance et la préadolescence. Et c'est vraiment super beau. Et apparemment, c'est pas mal inspiré de la vie, justement, de l'animatrice, même si ici, c'est transposé sur un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Samuel. Donc moi, je vous le conseille, c'est aussi gratuit, et vous avez jusque 2027 pour le regarder, donc ça devrait le faire aussi. Voilà. Donc allez sur arte.tv. C'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Bon, moi aussi, je voulais juste aussi dire qu'il y avait, il y avait The Split qui était sur Arte, il y a The Hour aussi, qui sont deux vieilles séries, enfin vieilles ou plus récentes séries de la BBC qui valent plus que le détour. Donc voilà, Arte c'est bien, mangez-en, et c'est gratos. Et c'est gratos, effectivement. Et en fait, il y a même un truc que j'ai envie de voir, que j'ai pas encore commencé, qui a l'air assez louche, et je pense que c'est aussi une production française. Ça s'appelle Canis Familiaris. J'ai entendu parler, je crois que c'est sorti l'année dernière, non? Un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est ouais, ça doit être ça. Et en gros, ouais, c'est, je sais pas, juste voir des gens déguisés en chiens qui font des trucs et qui ont l'air un peu con-con, voire sérieux même derrière. Toi, t'avais kiffé Wilfred, non? Ouais. Ouais. T'avais pas aimé, toi, apparemment, Wilfred. Non, mais j'ai du mal avec le cringe, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est encore autre chose, effectivement. J'arrive pas à retrouver la date, parce que, même si j'aime... Ouais, 2022, ça date. Donc c'est juste parce que je l'ai vu dans les trucs proposés, et que je vais devoir le regarder. 6 épisodes de 15 minutes, ça devrait aller aussi. Bref, excusez-moi. Mathieu, de ton côté. Oui. Tu veux que je commence par quoi? Bah écoute, dis-moi ce que t'as pensé de Has Been Hotel, que je sache si je suis passé aussi à côté, parce que j'ai un ami qui m'en a parlé, il dit je suis absolument fan de tous les personnages, machin. Ouais. Alors, d'habitude, donc vous savez maintenant que j'adore les séries d'animation, et j'adore les comédies musicales, donc forcément je vais la regarder, Has Been Hotel. Mais j'ai beaucoup de mal avec les séries pour adultes vulgaires. Parce que
que je veux dire, c'est que j'ai, par exemple, les Simpsons, j'aime bien, mais je vais pas me taper les 30 saisons. Rick et Morty, j'ai regardé 3 saisons, mais je crois que j'étais en train de... Pareil, c'était mon deuxième coma des 5 dernières années, donc j'en ai plus aucun souvenir et j'aimais pas. Et ouais, ce genre de choses, ça m'intéresse pas beaucoup. Et donc, quand Fred nous a expliqué que les 5 premières minutes, c'était dans les enfers et que c'était juste pour faire des blagues de cul et dire des gros mots, j'étais là, ah, bon, si ça s'arrête là, ça va pas m'intéresser. Personnellement, je trouve que la première chanson est sympa sans plus, donc ce que je pense t'as vu à peu près, et que ça part très vite dans autre chose. Je me suis laissé tenter, j'ai trouvé ça drôle, je parle du premier épisode à certains moments, j'ai pas explosé de rire mais c'était sympa, et surtout en fait j'étais assez attiré par l'univers, par l'histoire, une histoire qui va très 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 vite. Parfois trop vite, mais je préfère une série dont l'histoire va trop vite plutôt qu'une série où il se passe rien. Finalement, en fait, il n'y a que 8 épisodes de 20 minutes et il se passe tellement de choses que tu es obligé d'aller très très vite. Tu peux pas l'écrire comme une série de 24 épisodes comme on avait dans les années 2000. Et si tu veux faire beaucoup de choses, soit tu as un énorme talent et t'es un génie, soit tu dois raconter ton histoire vite. Et finalement, la comédie musicale, c'est un bon moyen parce que tu fais tout le développement de tes personnages dans les chansons. Et je trouve que c'est ce que réussit particulièrement bien la série, c'est que y a une palette de personnages, chacun a son univers, et les chansons vont raconter l'histoire ou alors te faire rire. Et donc, elle est plutôt bien écrite dans ce sens-là. Il y a beaucoup de twists. Il y a à chaque fois un peu un épisode d'exposition, puis le suivant plus d'action, parce qu'ils ont été diffusés 2 épisodes par semaine, et je trouve qu'ils ont été écrits comme ça finalement. C'est un peu 4 épisodes en 2 parties. Voilà. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas du tout dit de quoi ça parlait. Fred l'avait fait un peu la dernière fois. Oui, mais tu peux le rappeler, je pense. En gros, jamais. Has-Been Hotel, c'est une série où on est dans les enfers. Tout le monde est condamné à être là et dans une vie horrible. Et Charlie Morningstar, qui est la princesse de ce royaume, décide de rouvrir un hôtel, et ça va être un hôtel qui permet de faire des thérapies aux gens qui habitent les enfers pour montrer que finalement c'est pas parce qu'ils ont fait des erreurs qu'ils peuvent pas aller mieux, etc., et avoir leur rédemption. Et c'est ça, surtout avoir la rédemption en fait pour pouvoir accéder au paradis, parce que c'est un tout petit peu la merde. Exactement. Donc leur but c'est de rejoindre le paradis, sauf que le paradis et les anges sont pas forcément de cet avis. On n'est même pas sûr qu'ils vont écouter la demande de Charlie de remettre en cause l'ordre qui a été établi depuis le début, qui est quand tu meurs, est-ce que tu vas au paradis ou est-ce que tu vas aux enfers. Et surtout en fait ils disent que ils menacent de faire un génocide dans les enfers et de buter à peu près tout le monde. Donc gros enjeu. Et Morningstar, en fait, Charlie Morningstar est aussi à moitié la fille d'un ange en fait, ce qui la rend en fait un tout petit peu compétente en fait pour gérer ce genre de truc. Ouais. Enfin voilà, ça c'est l'idée un peu principale, en tout cas pour le début. L'histoire va se dérouler sur toute la saison et en même temps on va avoir une petite troupe de personnages qui l'entourent, qui sont très très importants dans la série, et sur chaque épisode on va en savoir un peu plus sur le passé de chaque personnage vu que c'est décentrique. Voilà, donc on a Vaggie qui est la copine de Charlie, il y a Alastor qui est un démon qui fait très très peur. Il y a Angel Dust, qui est, spoiler alert, qui ne surprend absolument personne, mon personnage préféré, mais que c'est le personnage préféré d'à peu près tout le monde, qui est un démon qui est un gros obsédé sexuel, concrètement, et qui me fait beaucoup rire, etc. Il y a Niffy, il y a Serpentious, etc. Bref, je trouve que les chara-designs sont géniaux, parce que dès le premier épisode, ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche, on sait qui c'est, on sait quel pouvoir ils ont, leur personnalité, et c'est des personnages entiers qui vivent à travers leur corps, et ça c'est très plaisant quand on regarde une série. On lance le premier épisode, on sait exactement ce qui se passe, même si on comprend pas tout le fonctionnement de l'univers.
on arrive dans une situation qui est déjà établie, qui a eu un début avant nous, et on est embarqué avec eux. Donc ça, c'est très très cool. Il y a beaucoup de références à la culture internet, à Disney, donc ça j'aime bien aussi, et aussi au drag finalement, donc ça me plaît encore plus. Et je vais pas être le genre de personne qui va dire regardez jusqu'à l'épisode 4 même si vous aimez pas avant. Non, si vous aimez pas au bout de 2 épisodes vous arrêtez, mais je trouve que l'épisode 4 m'a mis une claquaxe. J'ai fait mon bilan de 2 ans de thérapie en une chanson. C'était pas cool, mais c'était chouette. Dans l'ensemble, tu aimes les chansons, Mathieu, enfin sur cette série? Je trouve que les chansons sont assez inégales, mais il y en a beaucoup que j'aime bien, notamment parce que elles décrivent l'univers des personnages. Il y a des rythmes et des sonorités très différentes entre les chansons. Il y a toujours un peu de pop, mais parfois on va avoir du hip-hop, parfois on va avoir du jazz, parfois on va avoir l'opéra, et des fois tout mélangé. Par exemple, j'ai retenu une chanson qui s'appelait Respectless, qui commence par un morceau un petit peu tango et qui finit sur du hip-hop. Et ça j'aime bien. Voilà. Après, pour l'instant je les ai pas encore réécoutées, ce qui montre que c'est pas non plus les chansons que je vais écouter tous les jours, mais je trouve très sympa et plutôt drôle. Et je pense que c'est aussi une série qui touche pas mal ma génération, parce que c'est des défauts de personnages et des peurs qui sont pas mal évoquées dans la vingtaine, etc. Enfin, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis beaucoup en ce moment, et du coup avoir des personnages qui pensent à ça, etc. C'est pas hyper profond psychologiquement comme série, mais ça m'a ému à certains moments. Franchement, sur les 2 derniers épisodes, sur l'épisode 4 aussi j'en ai parlé, donc ça fait quand même pratiquement la moitié des épisodes de la série. Donc je ne suis pas du même avis que Fred. J'ai beaucoup aimé la série. Elle a un univers immense, peut-être trop. On n'a pas le temps d'en voir assez en saison 1, mais la saison 2 est en production, donc j'espère qu'elle va gommer un peu ses défauts par la suite, parce qu'elle est plein de potentiel. Et qu'elle va s'épanouir encore plus par la suite. Et si vous avez aimé Has-Been Hotel et que vous en voulez plus, notamment découvrir plus sur l'univers, il y a sur YouTube la première série de la créatrice qui s'appelle Eluva Boss, qui est un peu moins feuilletonnante. J'en ai vu pour l'instant que 2 épisodes et la 2e saison est en cours. Et là, ça raconte l'histoire de 4 personnages qui sont aussi dans les enfers et qui gèrent une usine de tueurs à gages. Et une entreprise de tueurs à gages. Et donc leur métier c'est de monter sur Terre et de buter des gens que les morts ont envie qu'on bute. Et c'est aussi musical, et c'est très très drôle pour le moment. Vraiment, je trouve ça encore plus drôle que Has-Been Hotel. Forcément l'animation est un peu moins friquée, mais elle est très 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 correcte pour un truc qui est gratuit sur YouTube. Franchement, c'est de la grosse qualité. Et j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc voilà. Eluva Boss et Has-Been Hotel, moi j'ai beaucoup aimé. Ok, très bien. On va passer du côté de Florian pour une de ses recos. Laquelle, Florian? Oui, enfin, je voulais juste ajouter que, enfin, Oui. pour finir sur Has-Been Hotel, l'animation en fait est super friquée, parce que, enfin, les bonnes fées se sont penchées sur ce carrosse-là, puisque donc il y a A24 qui produit ça alors qu'ils n'ont jamais produit d'animation, et il y a Bento Box en fait qui est une boîte d'animation très 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 réputée, qui assure notamment l'animation de Bob's Burgers en fait, qui est sur l'animation. Donc voilà, c'est bien aussi de dire en fait qui sont les responsables de cette animation, parce que ça sort pas de la cuisse de Jupiter, et voilà, c'est important, Ouais, et ouais. c'est les meilleurs du game. Moi, pour pouf, je pense que je vais d'abord. Est-ce que tu peux juste un peu te reculer, parce que là tu satures un peu en fait. Voilà. Ok. Mais Merci. je pense que je vais rester sur le terrain de la comédie, parce que l'autre reco c'est pas trop de la comédie, c'est pas trop la bamboche. Donc je vais rester sur la comédie australienne, avec peut-être une troupe que les abonnés à Netflix ont pu voir ou se souviennent un tout petit peu. Ce sont 3 Australiens totalement déjantés qui s'appellent Auntie Donna.
Ils ont sorti donc sous l'égide de Ed Helms, donc qu'on ne présente pas, donc le fameux Ed Helms, comédien américain, une série fin 2020 en fait qui est toujours disponible sur Netflix, qui s'appelle Auntie Donna's Big Old House of Fun. Où en gros c'était une comédie à sketch extrêmement déjantée. C'était un tout petit peu un précurseur donc à des projets qui ont eu plus de succès. Donc par exemple I Think You Should Live avec Tim Robinson, qui pour le moment se poursuit encore, croisons les doigts. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment et donc c'était un projet en 6 épisodes qui vraiment a provoqué un de mes plus gros fous rires en fait de 2020 pardon. C'est sorti fin 2020. Et je me demandais où est-ce qu'ils étaient passés. Je me demandais s'ils étaient encore sur du stand-up ou des choses comme ça. Alors, Big Old House of Fun, en fait, le programme n'a pas été renouvelé par Netflix, mais ça les a pas découragés pour autant. Ils font un podcast donc qui est toujours dispo. Ils font des sketchs sur YouTube. Et ils ont fait, l'année dernière, au printemps dernier, une comédie pour la chaîne australienne ABC, où ils ouvrent un café. Donc, ça s'appelle Auntie Donna's Coffee Café. C'est en 6 épisodes. Pour le coup, il n'y a pas de sous-titres. C'était beaucoup plus fort que moi. J'ai été récupérer toute la série que j'ai fini de regarder donc un tout petit peu sur les 3-4 dernières semaines en fait. Donc c'est assez court, c'est 6 épisodes de 26 minutes. C'est toujours aussi inégal, mais c'est toujours aussi plein d'idées. Et les trois, donc Mark, Broden et Zach, voilà, c'est le nom des 3 comédiens, sont toujours aussi excellents. Donc c'est une comédie à sketch qui s'éloigne souvent en fait du concept de base en fait qui est leur vie en fait de tenancier d'un café à Melbourne. Ça va souvent dans des énormes délires en fait. Le 2e épisode en fait convoque un vrai faux procès autour d'un vol de muffins et fait intervenir en fait, c'est un tout petit peu comme pour faire le parallèle en fait, c'est un tout petit peu comme si on faisait intervenir Julie Lescaut en fait dans une série à sketch. Là donc sachant que voilà Julie Lescaut voilà clairement la comédienne est un peu plus machin, c'est un peu bon pour prendre quelque chose qui est un peu moins polémique, c'est un peu comme si on faisait intervenir Shérif en fait, l'acteur qui joue Shérif dans donc un sketch en jouant son propre rôle. Et donc là ils ont fait un peu intervenir la même chose, un acteur qui joue qui est le héros d'une série judiciaire qui s'appelle Rake, et donc il a droit à sa propre intro totalement chantée, totalement débilos, et c'est un énorme délire. C'est vraiment du must-see. Ça, les quelques vannes en fait, ils font aussi une parodie de country que j'ai tweeté l'autre jour, qui s'appelle Hit and Run en fait, donc autour de personnes en fait qui percutent quelqu'un en voiture et s'en sortent. Donc c'est une parodie de country pop qui est extrêmement réussie. Voilà, c'est à peu près dans le même style que Big Old House of Fun. Il y a un tout petit peu moins de budget. Il laisse un tout petit peu plus de place à leurs amies comédiennes en fait. Donc il y a 3 ou 4 seconds rôles qui interviennent un tout petit peu plus souvent, qui sont certaines sont les co-scénaristes de la série. Donc on sent plus un esprit de troupe qui était pas forcément là dans Big Old House of Fun en fait, qui était beaucoup plus axé sur vraiment les sketchs et les idées et vraiment à quel point on pouvait pousser une idée à son paroxysme. Là il y a c'est un tout petit peu plus on va dire contenu. Voilà, donc c'est une grosse réussite. Ça sera probablement jamais rediffusé en France, mais voilà, j'ai envie de dire, j'espère que au moins ils auront soit un autre projet à la télé australienne, soit une saison 2 de Coffee Café. C'est clairement parmi les tout ne fonctionne pas, mais c'est clairement parmi les comédiens qui me font le plus rire en fait aujourd'hui, voilà. Et mon préféré parmi les 3, c'est vraiment Broden en fait, qui est le chauve en fait à la voix totalement rock, et c'est vraiment lui qui me fait le plus rire de la bande. Voilà. Ben, c'est vrai que c'est un humour très particulier, et comme tu dis, il balance tout. Ça passe, tant mieux. Sinon ça passe pas. C'est un peu comme Tim Robbins. C'est un peu dans le même genre. C'est un truc, c'est un univers totalement à part.
C'est bien qu'ils aient de la place pour faire des choses, parce que c'est pas toujours le cas. Et malheureusement, il y a beaucoup de one-shot et plus rien après dans ce genre de problématique. Mais c'est vrai que eux, c'est quelque chose. Et je voulais juste faire une... Voilà, c'est un podcast série, ça reste Monsieur Série, donc on parle de séries télé, notamment très très obscures, donc je voulais juste terminer ce segment en faisant une référence à une autre troupe un trio de comédiens, cette fois-ci américain, auquel Antidona me fait beaucoup penser, où pour le coup, je n'ai pas revu la série depuis sa diffusion, donc, mais c'était clairement aussi... des comédiens habitués à des sketchs totalement absurdes et déjantés qui poussaient vraiment les idées à leur paroxysme. C'est une troupe qui a fait une série qui s'appelle Stella, qui a été diffusée sur Comédie Centrale en 2005-2006. Et donc dans ces trois-là, il y a Michael Ian Black, il y a Michael Showalter qui depuis est devenu un réalisateur d'énormément de séries à succès, donc notamment sur Netflix. Il a fait comment ça s'appelle Hot Day Summer Camp, non comment ça s'appelle Ah oui, Wet Hot Summer Camp, je crois. Non, il n'y a pas de camp, c'est juste Wet Hot Summer. American Summer, voilà. Wet Hot American Summer. Voilà. Donc voilà, il y avait Michael Showalter et il y a David Wayne en fait qui est également devenu un scénariste et réalisateur à succès qu'on voit notamment dans tous les délires en fait type Children's Hospital, certains délires live action qui ont été diffusés sur Adult Swim. Donc ces trois comédiens qui n'ont pas eu besoin de continuer Stella en fait pour faire leur bonhomme de chemin. Mais si vous pouvez aller vous procurer ou regarder quelques épisodes de Stella qui n'a évidemment jamais été diffusé en France, je pense que c'est assez complémentaire de Antidona. Voilà, c'était ma recommandation de nerd. Faites-en ce que vous voulez. J'espère que ça va pas vous lancer dans une course effrénée à l'illégalité. Et donc tu parlais de Netflix, et donc ça fait une transition toute trouvée pour Mathieu et sa deuxième recommandation, en tout cas sa deuxième série. Mystère. J'ai déjà dit de quoi je vais parler. Je vais parler de... C'est vrai. Mystère. N'importe quoi. Et n'oublie pas qu'il y a aussi le truc, c'est que quand je fais le post, comme quoi c'est dans le titre. C'est dans le titre que je l'ai dit. Donc. Pourquoi en fait, Il y a une série qui s'appelle Mister Mask, et là c'est un peu Mister Matt. J'aime cette ref. Mais Mister Matt, c'est pas un truc un magasin de construction Non, c'est pas gentil. Je préfère qu'on me compare à un canard masqué plutôt qu'à un clou et une planche, s'il te plaît. Bon. Alors, il y avait une planche qui était très sympa. C'était dans Ed and Eddie. Il y avait une planche qui était dessinée. C'était un personnage à part entière. Bon, voilà. Vous avez Google. Je vais vous parler de Ripley, qui est une mini-série qui est sortie le 4 avril sur Netflix. C'est une mini-série de 8 épisodes et les épisodes sont assez longs. Ils durent entre 45 minutes et 1h10. Ça a été créé par Steven Zane et il y a notamment au casting Andrew Scott. C'est pour ça que j'ai regardé. Forcément, hein, il y a un truc avec Andrew Scott, je regarde. Andrew Scott, c'est Sherlock, c'est All of Us Strangers, c'est Fleabag, Hot Priest, etc. Il y a aussi dedans Dakota Fanning et Johnny Flynn. De quoi qu'est-ce que ça cause ? C'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Monsieur Ripley. Et il avait déjà été adapté au cinéma en 1960 sous le titre Plein Soleil avec Alain Delon. Et par le talentueux Monsieur Ripley en 89 avec Jude Law et Matt Damon. C'est 99, pardon. Oui, pardon. Je n'ai pas lu le livre, je n'ai vu aucun des deux films et pour le moment je m'en fiche et je vais faire comme si ça n'existait pas pour ma critique parce que je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Donc, de quoi qu'est-ce que ça cause ? Ça cause on est dans les années 60 au début, à New York, et Tom Ripley est un escroc
qui fait des arnaques à l'assurance. Il appelle les gens, il fait « vous n'avez pas payé votre facture, vous devez faire un chèque à cette adresse et ce numéro, sinon, attention, 10% de plus. » Et du coup, les gens font « Oh là là, mais je suis pas méchant, tenez un chèque. » Et comme ça, il se fait plein de thunes. Trop malin, je vais faire la même. Finalement, il y a un couple d'Américains très très riches qui l'appelle et qui lui dit notre fils qui s'appelle Dickie, ça veut dire petite bite en américain, oui, ou petit Richard, est en Italie depuis des mois. Il vit la Dolce Vita parce qu'il veut devenir peintre, mais il faut qu'il rentre et qu'il se construise une carrière. Et il nous casse les couilles. Donc, vu que tu es son pote d'enfance, s'il te plaît, il te fait confiance, va en Italie et va le chercher. J'ai pas très bien compris s'il le connaît vraiment ou pas. Non, en fait, si, j'ai très bien compris. Il ne le connaît pas du tout. C'est un illustre inconnu. Mais il va se dire, sur un malentendu, ça peut passer. Donc, il sera en Italie. Il va rencontrer ce Dickie et il va lui dire « Mais si, tu ne te rappelles pas de moi, mais je suis ton pote d'enfance. » Et vu que Dickie est un peu con, il va dire « D'accord, passe les vacances avec moi. Je vais pas rentrer, mais t'as l'air sympa. » C'est un peu l'ambiguïté. Enfin, on sait pas vraiment. Enfin, c'est pas vraiment l'intérêt en fait qu'il se soit connu ou pas. Je pense qu'ils se connaissaient d'avant, mais que en fait, les parents, enfin, il était le tout pour le job et il a pris l'avion et il y a été pour voir s'il y avait un angle. C'est ça. Mais on s'en fout un peu. De toute façon, la série est un peu confuse. C'est le but. C'est un peu gros tout le temps, mais on s'en fout. Sans spoiler, donc Tom Ripley est un escroc et il va se dire tiens, si je pouvais pas arnaquer ce gars et soit me rapprocher de lui et devenir son pote et toucher du blé, ou encore mieux, je sais pas comment, mais prendre sa place. Et donc, je ne vous dis pas s'il va y arriver, vous avez des doutes, hein, mais de là, la situation va dégénérer. Pourquoi j'ai regardé ça? Parce que Andrew Scott. Pourquoi j'ai aimé ça? Andrew Scott, mais pas que. Voilà. Non, sinon j'en parlerai pas dans la deuxième partie de l'épisode. Parce que la série a une ambiance vraiment particulière. À la fois entre le thriller, parce que je vous ai raconté un peu l'histoire, vous voyez sur quelle ambiance ça peut tirer. Entre eux aussi, il y a un peu une balade, et j'adore les films un peu comme ça, où vous êtes en Italie, il fait beau, ça prend son temps, on passe entre Rome, Milan, Venise, il y a des jolis paysages, des petites musiques italiennes, on se met bien, on est en vacances. Et j'avais besoin de vacances. Imaginez Call Me By Your Name, La Dolce Vita et Le Voleur de bicyclette. Je prends toutes les références de cinéma italien que je connais, c'est-à-dire à peu près 3, et je les ai toutes mises. Mais vous voyez l'idée. Après, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que les épisodes sont très longs, il se passe pas grand-chose, mais ça aurait pu durer 4 heures, j'en aurais eu rien à faire. Et même sur la série, en fait, je me dis, les films durent 2 heures, c'est la même histoire, là ça dure plus de 8 heures, et c'est à peu près le même contenu, mais là ça fonctionne. Et je pense que ça fonctionne parce que quand vous lisez un roman, ça prend 8-10 heures, et là c'est à peu près la même chose en fait. Vous rentrez vraiment dans la psychologie du personnage, ça prend son temps, il y a pas mal de descriptions, c'est vraiment une ambiance à la fois angoissante, mais apaisante à certains moments. On est toujours sur le fil et ça fonctionne. Et j'ai adoré ça. Vraiment, je regardais ça avant de dormir. Et ça me faisait une vraie pause où je rentrais dans un univers qu'on voit pas souvent en série. C'est très très cool. Je n'ai pas dit que la série était en noir et blanc. Le noir et blanc est magnifique. J'ai pas eu envie de faire une analyse filmique, mais c'est trop beau. C'est ce que j'appelle une série fond d'écran où j'avais envie de faire pause et faire des screens. Voilà. Le chef opérateur, c'est Robert Elwitz qui a bossé sur Night Call, sur There Will Be Blood, sur Jason Bourne, sur Mission Impossible. Donc, il a une petite carrière, quoi. Il sait faire 2-3 trucs. Et le côté noir et blanc est pas vraiment factice parce que ça renforce l'esprit un peu polar de la série. Ça renforce aussi le côté manipulateur du personnage. C'est un personnage qui déambule entre ombre et lumière. On le suit vraiment dans ces petites rues au pavé mouillé
Et on a envie de le comprendre, mais la série nous en dit pas trop sur son passé, sur ce qu'il cherche, sur ce qu'il veut vraiment, sur ce qu'il pense au début, etc. Et c'est vraiment sympa parce que c'est le spectateur qui doit aller chercher les infos. Et soit tu te mets en spectateur actif et t'essaies de trouver les petits détails, ou alors il y a certains moments tu peux être passif devant et juste suivre cette balade, et c'est tout aussi agréable. Et j'ai bien aimé cette double lecture de la série. J'ai pas l'habitude d'aimer ce genre de personnages où ce sont des personnages de méchants, antipathiques. Je préfère toujours suivre le héros, même si j'adore les méchants. Des films comme Le Parrain ou des films de mafia en général, ça me plaît pas du tout, parce que j'arrive pas à m'investir émotionnellement dans le personnage. Et ici, ça a été le cas, parce que si c'est un méchant, il y a tout le mal qui tourne autour de lui. Je l'ai aimé pour 2 raisons. À la fois parce qu'il est extrêmement charmant, attachant, et il fait un peu peur. Donc, un peu comme Moriarty, vous voyez, qui avait déjà joué Andrew Scott. Et aussi parce que il est puni dans ses actions, même pas qu'à la fin, mais un peu tout le temps dans la série. Et ça veut pas dire que... En fait, c'est un personnage qui est pas invincible. Il s'en sort toujours, mais il s'en sort plus par la fuite, souvent par son intellect, mais parfois par la fuite. Et donc, c'est un personnage qui n'est pas surhumain. Et aussi, il se fait punir par la comédie. Par exemple, il y a beaucoup de situations complètement absurdes où Ripley rentre dans un hôtel, dit « Est-ce que je peux poser ma valise ?» Et le gars lui dit... déjà, lui parle italien, donc il comprend rien. Et ça dure très très longtemps avant qu'ils se comprennent. Et puis, est-ce que il sort et puis il dit « Vous n'avez pas fermé la porte ?» Et pendant toute la série, à chaque fois qu'il sort de la pièce, le gars de l'hôtel lui dit « Vous n'avez pas fermé la porte ?» Et c'est nul, mais ça fonctionne dans la série parce que c'est des situations très graves, et puis il y a des petits instants de légèreté et de comédie qui fonctionnent. Dans les premiers épisodes, il arrive en Italie et il cherche Dicky, et un personnage lui dit il est à la villa. Mais elle est où la villa? Elle est tout en haut du village, et c'est un petit village italien, et du coup il doit monter tous les escaliers. C'est un Américain, il a pas le temps, et la scène dure bien peut-être 15 minutes, où juste il monte les escaliers et il est tout transpireux, puis il redescend, puis on lui dit « Ah mais si, il est en haut. En fait non, il est sur la plage, il est en bas. » Et ça peut durer comme ça 20 minutes, où il monte et il descend les escaliers, et c'est complètement débile. Dans une série comme ça, tu t'y attends pas. Et c'était très très cool en fait de mélanger les genres comme ça. Et puis, que vous dire de plus, que c'était très très cool. Juste un peu déçu par les personnages secondaires qui mettent du temps avant de s'installer et prendre de l'importance dans l'intrigue. C'est que vraiment sur la deuxième partie de la série. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de l'inspecteur, sauf le fait que ça a l'air d'être un inspecteur quand même assez compétent, mais que... Ripley, à un moment, là, sur la fin de la série, prend une autre identité et il change juste de coupe de cheveux, il met une moustache, et l'inspecteur qui l'a rencontré 4 fois ne le reconnaît pas. Là, j'étais en mode... Ça me dérange pas la suspension d'incrédulité, mais là, ça fait beaucoup quand même. Vous me prenez un petit peu pour un con. Mais sinon, c'était très très cool. La série aurait pu durer 8 heures de plus. Pas grave, j'aurais kiffé. C'était une série qui à la base était prévue pour Showtime et finalement a été diffusée sur Netflix. Donc c'est vraiment une série Showtime et on n'a pas l'habitude de voir ça sur Netflix. Et je vous la recommande parce que c'était vachement bien. Voilà. Ok, Ripley sur Netflix. À regarder pour Andrew Scott et plus. Exactement. Voilà ce qu'il faut retenir. Et donc, Florian, toi de ton côté, il restait quelque chose que, effectivement, on aurait dû être plusieurs à l'avoir vu. On aurait dû aussi discuter d'un petit sujet qu'on n'a pas fait parce qu'on est parti sur autre chose. Désolé Cécile, on le fera une autre fois quand on sera un peu plus nombreux. Et quand elle sera là. Et quand elle sera là, effectivement, on reviendra dessus. C'est un truc un peu intemporel, donc c'est pas le problème. Mais donc tu as, toi, vu le docu-série sur Bon Jovi. Tout à fait, qui s'appelle Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story. Qui a été diffusé sur Star depuis vendredi dernier, qui compte 4 épisodes qui sont beaucoup plus longs. 1h30. Voilà, qui sont beaucoup plus longs que 60 minutes. J'en ai vu en préparation de ce podcast, j'en ai vu 3 sur 4.
Et Il y en a qui ont le temps de faire leur devoir et puis d'autres qui font d'autres devoirs. J'ai annoncé parce que l'heure et je m'y suis tenu. Du coup, j'ai beaucoup appris, étant donné que je suis profane en fait du heavy metal, de la musique rock en général. Je voulais le mentionner en fait vraiment en aparté, mais comme je suis quelqu'un qui suit n'importe qui me suit sur Twitter le sait, mais je suis quelqu'un qui est beaucoup plus intéressé par le hip-hop. Il y a quelques jours, en fait, il y a eu le décès d'un producteur du hip-hop qui s'appelle Rico Wade, qui faisait partie d'un trio qui s'appelle Organized Noise, plus connu pour avoir été beaucoup producteur sur les albums d'Outkast. Donc c'est un peu la perte d'un membre d'un des trios les plus iconiques de l'histoire du hip-hop américain tout court. Donc ça m'a beaucoup touché. Et voilà, moi en aparté, je ne désespère pas de voir un travail documentaire et de docu-série aussi exhaustif et aussi compréhensif que ce que par exemple The Bon Jovi Story peut offrir aux fans. Donc voilà, ça c'était pour l'aparté. Pour en venir au sujet, voilà, c'est réalisé par quelqu'un qui s'appelle Gautam Chopra. Voilà, donc c'est marrant. Et qui... Oui, parce que Gautam, en fait, il s'appelle Gautam. Non, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Batman. Merci. Donc, The Bon Jovi Story retrace l'histoire du groupe, mais aussi illumine le comeback du groupe sur scène en 2022-2023. En 2023, c'était les 40 ans du groupe, ce que encore je ne savais pas, puisque je ne suis pas fan ni du groupe, ni voilà, je ne connais que les singles pour ainsi dire. Et donc, comme j'y étais en profane, je vais offrir vraiment une take vraiment de profane, d'amateur de docu-série musicale. Et je pense que c'est une très très bonne réussite créativement, parce que la chose que je ne voyais pas venir et que j'ai réalisé petit à petit, c'est que The Bon Jovi Story, parce que il retrace en fait le retour après 3 ans hors scène, et donc après le Covid, donc, et après pas mal de choses, donc d'un chanteur de rock relativement iconique qui est John Bon Jovi, qui a plus de 40 ans d'expérience scénique, qui n'est pas au meilleur de ses capacités, qui a des problèmes avec sa voix. Et c'est un documentaire très très intime en fait, qui retrace par le menu avec lui face caméra en fait de toute la thérapie que, malgré son statut en fait de rockstar multimillionnaire, de recordman pré-Taylor Swift, des revenus strictement scéniques en fait sur une année en live à travers le monde. Malgré tout ça, en fait, c'est quelqu'un qui donc a 60 ans passés, il y a 40 ans de scène passée, et malheureusement, même s'il se dit optimiste comme il le dit si bien, il est quand même très très anxieux de ne pas pouvoir donner 100% sur scène et de ne pas pouvoir assurer l'héritage de Bon Jovi. Et c'est, contre toute attente, le fil rouge de ces 4 épisodes. Et ce que je voulais dire, c'est que en ça, cela fait un gros parallèle en fait avec des documentaires sportifs, et en particulier une série documentaire qui s'appelle 30 for 30 en fait, qui est la série documentaire de référence de ESPN, donc la chaîne sportive américaine, et qui, à mon sens en fait, prend la même approche en fait de la préparation et du mental en fait de John Bon Jovi, de la même manière qu'il pourrait aborder le mental d'un sportif, d'un basketteur, d'un footballeur américain de haut niveau qui revient sur le terrain après une blessure. Voilà, ça c'est le pitch, c'est vraiment le fil rouge de Bon Jovi. Donc ceux qui ne veulent pas entre guillemets jugent en fait les pauvres errements en fait d'un multimillionnaire en fait qui va encore faire une tournée à guichet fermé
et ne veulent pas regarder la docu-série, j'ai envie de dire, voilà, passez votre chemin. Je questionne un tout petit peu cette approche-là, enfin je questionne un tout petit peu cette opinion-là, mais c'est vraiment ce que la mini-série est. Ça n'est pas vraiment du fan service en fait, en retraçant les greatest hits et vraiment la carrière de tout le groupe. Néanmoins, en cela, ça m'a aussi surpris parce que là aussi, comme en tant que profane, ce que je ne savais pas, c'est que dans le groupe en fait, il y a quasiment, voilà, il y a des musiciens qui sont là depuis le départ, mais il y a plus le second leader du groupe qui était Richie Sambora, qui est parti depuis 10 ans et qui revient face caméra pour aborder sa part ou sa version un tout petit peu de l'histoire du groupe. Et ce qui m'a surpris en fait, c'est que le documentaire vraiment parce que aussi j'ai vu la docu-série sur les Rolling Stones qui était beaucoup plus on va dire convenue et conventionnelle. Je pense que elle rend service au groupe en les montrant vraiment comme certes des showman, certes des entertainers, mais surtout pas dans l'histoire du rock, ce qui en fait leur a permis de trancher avec avec leur père, avec les Motley Crue, avec pas mal, avec les Metallica, avec d'autres choses, c'est que ce sont vraiment des super gros bosseurs et qui ont pu au fait de leur gloire faire 300 concerts par an, rien que en fait avec tout simplement leur éthique de travail. Et c'est une éthique de travail en fait qui rivalise avec un Springsteen qui intervient également dans la docu-série. Et c'est vraiment quelque chose qui est que l'on comprend au fur et à mesure, c'est que ils ont vraiment, c'est un groupe de scène, c'est plus un groupe de quand ils vont dans le studio, clairement, ils veulent faire des hits, mais ils distinguent en fait le groupe en scène du groupe de studio et à quel point en fait leur premier pas sur scène en fait les a vraiment solidifiés pour, on va dire, réussir en fait à vendre, à avoir des best-sellers. Au milieu des années 80, alors que ça n'était pas vraiment pas gagné, et qu'ils n'étaient pas vraiment au niveau, et que le label voulait vraiment se séparer d'eux s'ils ne vendaient pas 1 million de disques. Et la manière en fait dont John Bon Jovi en fait et Sambora et les autres membres du groupe sont totalement investis et sont, on va dire, totalement modestes en disant en fait leur propre version de la vérité, mais sans on va dire, passer outre le drama, sans passer outre le problème d'ego, mais en étant extrêmement sincère en fait dans leur approche de voilà, on est un groupe en fait qui veut donner le meilleur de lui-même, que ce soit en studio ou en live, qui a trouvé son identité, qui va décliner son identité à travers le monde entier, qui sait ce qui marche, qui sait et qui, au fur et à mesure des années, en fait, a utilisé la scène en fait pour devenir meilleur et meilleur et meilleur encore. Et c'est quelque chose que par exemple on ne verrait pas dans une docu-série HBO en fait, où par exemple la version HBO de ce que j'ai vu, ça serait vraiment se focaliser en fait sur le drama, sur les passages à vide, sur, je sais pas, John Bon Jovi qui est pas là pour sa femme et ses gosses, ce genre de choses et tout. Et je pense pas que en fait on perd en créativité, et je pense pas que l'on perd en qualité en on va dire donnant en fait cette version totalement artistique et totalement sincère de voici, voilà, clairement on n'a pas eu autant de drama que les autres groupes en fait en 40 ans de carrière. On a eu voilà des départs, des dissensions, etc. Mais en fin de compte en fait on est resté au top, et voici pourquoi on est resté au top. Et en ça j'ai trouvé ça très très fascinant, et je vois aussi que psychologiquement il y a une volonté aussi de Bon Jovi de s'ouvrir et d'ouvrir, on va dire, le livre sur les sacrifices personnels et professionnels qu'il y a eu, et donc en ça se rapproche d'un athlète.
Et je pense que ce que dit Bon Jovi sur les 3 épisodes que j'ai vus, c'est clairement quelque chose, et je le sais en connaissance de cause puisque j'ai vu la docu-série sur les Rolling Stones, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu obtenir dans Mick Jagger ou dans Keith Richards ou dans Paul McCartney. Voilà. Et cette lucidité dans la carrière, je pense que c'est quelque chose qui rend accessible The Bon Jovi Story à des profanes et qui rend, on va dire, ma recommandation au-delà en fait de personnes qui ne s'intéressent pas au heavy metal, au rock et qui ne connaissent que les Sick, que les It's My Life, que les Living on a Prayer. Voilà. Eh ben merci. En tout cas, tu confirmes en fait ce que j'espérais de cette docu-série. Il faut juste que je trouve le temps de regarder ces 4 fois 1h30. Je pense que je vais peut-être les avoir ce week-end, je l'espère, je croise les doigts. Le temps, cette donnée impossible à gérer. Et le passage du temps est une énorme donnée des 3 épisodes. Là encore quelque chose qui ne pourrait pas être, ça serait pas donné en fait à tous les groupes de rock. Et clairement en fait le passage du temps c'est quelque chose qui est très très abordé en fait dans cette docu-série. Donc c'est plus inédit en fait, c'est moins servir la soupe en fait et c'est moins fan service. Mais ça, que ce à quoi on peut s'attendre. C'est bien, en même temps, oui, c'est moins fan service, mais je pense que les fans vont être tout autant touchés par cette apparente sincérité, ou vertu en tout cas vers tout le monde, et éviter des écueils, comme tu disais, de choses... oui, c'est le greatest hit, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il y a eu quelques petits machins ça et là, mais rien de plus, ou tomber même dans l'effet inverse, où t'as... comme Some Kind of Monster, le documentaire sur Metallica, qui avait eu un effet assez violent sur le groupe pendant pas mal d'années. Hein. Mais bon, voilà. Connaissant voilà le groupe, étant bien plus fan du groupe, je suis agréablement surpris. Enfin, je suis pas surpris, je suis agréablement je suis content en fait qu'ils aient continué dans cette direction-là, parce que c'est clairement leur façon d'être en fait déjà de base, donc c'est voilà, c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, merci à toi d'avoir déjà regardé ces 3 épisodes et d'en avoir parlé ici. Donc pour résumer le tout, on a parlé donc de Ripley sur Netflix, Has Been Hotel sur Prime, Bouchon et Samuel sur Arte TV, Antis Donas Coffee Café, c'est vous vous débrouillez, Bon Jovi, l'histoire de Bon Jovi, c'est sur Disney+, et enfin, on a aussi un peu parlé de Fiasco, qui est arrivé sur Netflix aujourd'hui, 30 avril 2024, et voilà, il manque plus que le mot de la fin, je pense, hein Mathieu? Tu es en mute. Non, je passe à... Ah, j'étais en mute. J'ai dit oui. Escalier. Je sais pas, c'était pas ouf, mais j'ai dit escalier. Ok, Florian? Banane, parce que c'est ce que j'ai au frigo. Tu mets tes bananes au frigo? Oh là 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 là. Ça se conserve, mais ça se conserve plus longtemps, Mathieu. Moi, j'ai la corbeille de fruits qui a explosé au soleil et tu comprends pas ce que c'est. Mais mange ta banane. Ah, c'est une chanson de Philippe Catherine, ça. Ah. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane. C'est une chanson très drôle. J'aime beaucoup. Et puis moi, mon mot de la fin sera bouchon. Voilà. Lyonnais. Ce que vous voulez, bouchon de Liège. Tant que c'est pas des bouchons sur la route, tout ira bien. Hein, n'est-ce pas? Et en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine de bonnes séries. Et surtout... Bon Jovi! Tu vas le péter ton truc. Oh mais je suis con, j'aurais pu dire sandwich.